Bonjour, ici Micheline Bourque, fondatrice du Club de lecture à faire. Nous souhaitons la bienvenue pour un panel, encore une fois, autour d'un livre, cette fois-ci un livre de droit. Avant d'aller dans la discussion, je vais quand même rappeler la mission du club. Le club de lecture a pour mission de promouvoir le livre d'affaires comme outil d'apprentissage et de créer des activités qui permettent l'échange. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va échanger autour d'un livre de droit. On a le privilège d'avoir parmi nous son auteur, donc Maître Frédéric Gilbert. Et sans plus tarder, je vais tout de suite entrer dans la discussion et demander aux différents membres du panel de se présenter pour qu'on puisse parler du livre qui s'appelle Le droit de la franchise au Québec par M. Maître Frédéric P. Gilbert, publié chez les éditions Yvon Blais en 2014, donc un livre tout frais, tout chaud. Alors, sans plus tarder, je vais demander à M. Frédéric Gilbert de se présenter. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Bonjour Micheline, déjà bonne année à tout le monde. Merci de me donner cette occasion de débattre de ce livre. Alors, mon nom est Frédéric Gilbert, je suis associé principal du département de litige du cabinet Fasken-Martineau et depuis environ 15 ans, je me spécialise dans le domaine du droit de la franchise au Québec et j'ai le privilège d'avoir rédigé, préparé cet ouvrage dont on va discuter aujourd'hui. Et sous une certaine supervision de celui que je considère comme étant l'auteur le plus prolifique dans le domaine, à savoir Jean-H. Gagnon, qui nous fait le privilège d'être là aujourd'hui pour critiquer et discuter du livre également. Merci. Oui, on revient à vous, M. Gilbert. Monsieur Gagnon, oui, qui êtes-vous et que faites-vous? Vous êtes en mode photo, mais très présent avec nous. On vous écoute. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis comme Frédéric, un avocat d'une plus vieille génération. Donc, ça fait 40 ans que je travaille dans le domaine de la franchise. Et j'ai eu, moi, comme Frédéric disait, il y a eu le privilège d'avoir une supervision, ce qui n'est pas tout à fait exact. C'est plutôt moi qui ai eu le privilège de collaborer un petit peu avec Frédéric. Et ce qui m'a donné l'occasion et aussi le privilège et le plaisir de lire le livre sous différentes formes, à différents stades, à quelques reprises, et de signer l'une des deux préfaces que le livre comporte. C'est vraiment, et on va en parler sans doute tantôt, c'est vraiment le livre fondamental en droit de la franchise au Québec à ce moment-ci. Excellent. On va revenir à vous, M. Gagnon, effectivement, puis merci de votre participation. Maintenant, on a avec nous Marie-Ève Zuniga. Qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour. Pareillement, je suis également avocate. Auparavant, je travaillais auprès du plus grand franchiseur au Québec, soit MTY. Et depuis le mois de septembre, je me suis joint au cabinet de corporation d'avocats Mathieu. Donc, ma pratique, elle est essentiellement orientée en franchise et également en droit disciplinaire. Excellent. Merci d'être là, Marie-Ève. Merci d'avoir accepté de lire le livre. Les trois prochaines personnes, y compris M. Gagnon, Marie-Ève et Stéphanie Deschamps, ont accepté de lire le livre au complet. Alors, à tout à l'heure, Marie-Ève. À tantôt. Alors, qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, bien, moi, c'est Stéphanie Détrempe. Je suis avocate au sein du cabinet Lavery, cabinet que j'ai joint d'ailleurs en juin. Mais malgré ce récent déplacement, je pratique la profession d'avocate depuis 7 ans et mes champs d'expertise sont majoritairement l'insolvabilité et la réalisation de sûreté. Et depuis la dernière année, j'ai ajouté une corde à mon arc en ajoutant le droit de la franchise dans ma pratique. Donc, merci beaucoup d'être là, Stéphanie. Merci d'avoir accepté de lire le livre. Et celui qui n'a pas lu le livre, qui occupe le rôle de l'observateur, c'est Mathieu Hall, excuse-moi Mathieu. Mathieu Hall, Mathieu, dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Merci Micheline, bonjour à tout le monde. Alors oui, moi je ne suis pas avocat non plus. Je n'ai pas lu le livre non plus, mais je vais pouvoir en apprendre davantage dans les prochaines 40 minutes, donc ce qui est un privilège de pouvoir apprendre un livre en 40 minutes. Moi, je travaille dans le domaine des TI, donc dans le domaine du nuage informatique. Donc c'est un petit peu beaucoup plus abstrait que le monde concret du légal. Je travaille dans un domaine depuis 5 ans et je suis également le président cofondateur du regroupement des commerçants électroniques du Québec, qui se veut être faire la promotion, dans le fond, du développement économique de ce secteur-là au Québec
à travers ses membres, qui sont des commerçants et des détaillants également. Et puis je suis très curieux du monde de la franchise. Ça fait plusieurs années que je regarde un petit peu ce qui se fait, ce qui se passe, avec éventuellement un projet en tête. Alors j'ai hâte d'en apprendre plus sur tout l'aspect légal de ce côté-là. Excellent. Alors, merci encore une fois. Puis, Mathieu, c'est une belle coïncidence que tu t'intéresses à ce domaine d'activité-là. Donc, la prochaine étape maintenant, c'est de simplement demander à notre auteur invité, notre Frédéric Gilbert, de nous présenter un peu rapidement c'est quoi votre livre, peut-être nous donner un petit peu l'historique du livre. Alors, on vous écoute. Alors, déjà pour simplifier, je vais dire ce qu'il n'est pas. Ce livre n'est pas un Harry Potter, c'est certainement pas un Dan Brown. Alors, dans le style livre grand public, c'est un livre qui s'adresse à qui? Qui s'adresse à toute personne qui interagit au niveau de la franchise, ou toute personne qui est intéressée par le domaine de la franchise et qui cherche à se renseigner sur l'étendue de ses droits et obligations. Il peut s'agir d'un franchiseur sophistiqué. Tout à l'heure, on a parlé de MTY ou MTY quant à des questions de droit très spécifiques, mais il peut aussi s'agir de franchiseurs en démarrage qui se pose des questions quant à ses obligations à partir du moment où il devient franchiseur. Il s'adresse aussi, bien évidemment, aux franchisés et aux candidats franchisés. Que doivent-ils vérifier? Quelle est l'étendue de leurs obligations? Le droit de la franchise ou le contrat de franchise n'est pas un contrat nommé au niveau du droit civil québécois. Pourtant, l'industrie de la franchise, c'est 26 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est près de 9% du produit intérieur brut annuel du Québec. C'est tout près de 400 réseaux. La franchise, c'est aussi des bannières très connues, mais pas seulement dans l'alimentation rapide. Pas seulement McDonald's, Subway, Mike's ou la restauration plus familiale comme Saint-Hubert. C'est aussi, on l'oublie, dans les services de beauté, l'entretien ménager, les animaleries, une connotation plus macabre, les services funéraires aussi. Il y a beaucoup d'autres domaines d'industrie qui sont touchés par la franchise. Donc, on peut se demander pourquoi, au Québec, contrairement par exemple à l'Ontario, l'Alberta, l'île du Prince-Édouard, le Manitoba ou d'autres juridictions, il n'y a pas de loi spécifique sur laquelle on peut se rabattre pour comprendre ce qu'est un contrat de franchise et ce que ça implique. À partir de ce moment-là, on doit se rabattre sur quoi pour bien comprendre les obligations spécifiques d'un contrat de franchise, mais sur ce qu'on appelle la jurisprudence. Si je le dis de façon plus vulgarisée pour le public, c'est l'ensemble du corps des décisions antérieures qui portent sur des questions données. Et de ce point de vue-là, l'exercice que nous avons essayé de faire avec cet ouvrage est d'une part vulgariser certains aspects. Il y a dans les premiers chapitres d'ailleurs, et ça intéresse tous les gens qui sont dans le domaine de la franchise, il y a un peu les clauses types que l'on retrouve, les clauses standards que l'on retrouve dans la vaste majorité de contrats de franchise. Et ces clauses-là sont commentées, évidemment, pour donner un petit peu d'encadrement. Alors, de façon synthétique, de façon résumée, je vous dirais que c'est surtout un ouvrage de référence, un outil sur lequel quelqu'un peut s'appuyer, peu importe sa nature. Quand je parle d'intervenants, on a parlé de franchiseurs, franchisés. Je rajouterai une autre catégorie de gens que ça peut intéresser, ce sont tous les tiers impliqués dans le domaine de la franchise. Les fournisseurs, les propriétaires qui doivent gérer, propriétaires commerciaux qui doivent faire affaire avec des réseaux de la franchise, ou même un consommateur, tout simplement. Le livre traite également de l'impact, notamment de la responsabilité d'un franchiseur face à ses consommateurs. Alors, en conclusion, je vous dirais que c'est une démystification du contrat de franchise avec une mise à jour de l'état du droit sur la question. Nous en avons parlé, je le montre à l'écran. Il y a un ouvrage, ce que j'appellerais même pas un ouvrage, un opus qui précédait cet ouvrage-là, qui s'intitulait « La franchise au Québec ». Et c'est une œuvre encore plus globale, très fouillée, qui a été faite par Maître Jean H. Gagnon, et qui était l'un de mes ouvrages de référence, moi, pendant que je pratiquais, et j'étais amené. Et malheureusement pour nous, pour tous les praticiens du droit, tous les intervenants en droit de la franchise, l'excellente œuvre de Maître Gagnon n'a pas été mise à jour, si je ne m'abuse, depuis 2007 environ. Alors, ce livre-là, sans avoir la prétention d'être légal de l'œuvre de Maître Gagnon, là, je n'aurais jamais cette prétention-là. Je dirais, prends le relais un peu à partir de 2007 pour mettre à jour les concepts de droit de franchise aujourd'hui. Excellent.
Excellente présentation, M. Gilbert. C'est très, très bon. Maintenant, on va aller valider. Qu'est-ce qu'a été l'expérience de lecture de nos invités panélistes? Mathieu est déjà intrigué, il y a déjà une question. Alors, on va commencer par, Mathieu, on va revenir vers toi tout à l'heure, mais je vais quand même aller chercher un premier sondage aux côtés des lecteurs. Je vais commencer avec Stéphanie. Stéphanie, quelle a été votre expérience de lecture de ce livre de droit? Donc, rapidement, donnez un premier feeling de votre lecture du livre. Ben, en fait, c'est une Bible, la franchise qui est sortie récemment. À titre de juriste, j'ai beaucoup apprécié le livre de Maître Gilbert parce que effectivement, ça fait un résumé assez complet de la jurisprudence significative, quand même récente au Québec. Parce que comme Maître Gilbert l'a dit, il n'y a pas de loi spécifique au droit de la franchise au Québec comparativement à d'autres provinces canadiennes. Donc, évidemment, c'est avec l'évolution du droit se fait par l'intermédiaire des tribunaux. Donc, l'ouvrage vient vraiment exposer le droit, l'évolution de celui-ci, mais les obligations dans la relation franchiseur-franchisé. Donc, ça, je trouvais ça très intéressant. Il y a des choses que j'ai apprises en termes de concept là, de droit. Contrat de franchise, c'est un contrat assez exhaustif et assez important en termes de nombre de clauses. Donc, mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'informations et d'obligations qui sont imposées à un franchiseur ou un franchisé et qui est important de connaître, tant d'une part de l'un ou de l'autre, comme franchiseur ou franchisé, de savoir au-delà du contrat, de ce qu'on a signé, quelles sont mes obligations, comment je dois agir versus mon réseau, versus mes franchisés. Et également un franchisé, quand il veut s'embarquer dans une relation contractuelle, des éléments à ne pas oublier ou faire attention. Donc, et pour les juristes, un juriste qui débute, c'est un très bon premier outil de lecture, à mon avis, pour s'informer sur le droit de la franchise. Pour des juristes d'expérience, je pense que c'est aussi des bons rappels au niveau du droit, puis sur quoi particulièrement porter attention. Mais en même temps, j'ai aussi trouvé, comme Maître Gilbert soulignait, que c'est un outil qui s'adresse pas nécessairement à des juristes. Oui, il y a des termes juridiques, il y a beaucoup d'explications sur les clauses importantes du contrat de franchise, mais je pense qu'un franchiseur, pas juste un franchiseur en démarrage, mais même un franchiseur qui a beaucoup d'expérience ou un franchisé surtout qui désire acquérir une franchise, a intérêt à lire ce livre-là parce qu'il va être informé de choses, d'éléments importants qu'il ne doit pas oublier par exemple, le franchiseur dans sa gestion au jour le jour, dans sa relation avec ses franchisés. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié le livre, puis c'est un outil que je vais conserver à proximité là, parce que c'est bon de se faire des petits rappels de temps à autre. C'est un très bel ouvrage. Merci. Bon début. Maintenant, on va aller du côté de Marie-Ève. Marie-Ève, est-ce que vous avez vécu la même chose ou... Ben, grosso modo, c'est sûr que Maître Destrempes, elle a fait un très bon résumé de l'appréciation du livre dans une perspective de juriste, si je peux dire. Moi, pour ma part, j'ai lu ce livre en entier et j'ai vraiment apprécié le fait justement que même pour un non-juriste, il peut s'adapter. C'est une lecture qui peut y être, c'est accessible et les termes sont très bien vulgarisés. Puis aussi, ce qui était bien justement dans une perspective de non-juriste, c'est qu'avant chaque notion, chaque concept dans le livre, après, excusez-moi, il y a tout le temps une analyse de cas pratiques de jurisprudence, donc qui rappelle certains faits. Donc, moi, pour ma part, c'est un ouvrage également que je conserve dans ma bibliothèque, dans mon bureau. Puis lorsque j'ai des petites interrogations, quoi que ce soit, c'est un bon ouvrage de départ justement pour débuter une recherche. Excellent. Maintenant, on va aller du côté de M. Gagnon. M. Gagnon, vous, le livre, vous avez été impliqué dans sa préparation, dans sa révision. Mais j'aimerais quand même... pas pour vous faire M. Gilbert, mais vous donner une perspective là, de la richesse de ce qu'on a dans ce livre-là. Par rapport, effectivement, j'ai eu le privilège de le lire à quelques reprises et le plaisir. Frédéric faisait un lien avec la franchise de Québec et en disant avec raison que la franchise de Québec n'a pas été mise à jour depuis 2007. Mais il y a une autre grande différence entre ce que j'avais écrit à l'époque et le droit de la franchise qu'écrit Frédéric. La franchise de Québec
je voulais vraiment un livre de référence. Donc, c'est pas un document qu'on pouvait vraiment lire de page 1 à la fin. Il y avait des sections qui étaient très distinctes et il fallait y aller selon des besoins. C'était vraiment un ouvrage de référence. Que Frédéric a écrit, il a fait une excellente combinaison. C'est aussi un ouvrage de référence pour n'importe qui a des questions, que ce soit un juriste ou un non-juriste. Mais c'est contrairement à la franchise au Québec, c'est aussi un livre que quelqu'un qui s'intéresse à la franchise, encore une fois, qu'il soit juriste ou gestionnaire ou intéressé par le domaine ou fournisseur de produits ou de services ou bailleur. C'est un livre qui peut se lire de la première page à la dernière page et quand même assez accessible pour une personne qui a une certaine base en affaires juridiques ou en gestion. Donc, c'est quand même un livre qui est agréable, contrairement au mien. Le mien, je vous dirais, est moins agréable à lire. C'est un outil où on va aller chercher de l'information et qui est plus à jour depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Depuis quand même, on est rentré en 2015, mais le livre de Frédéric est aussi un livre agréable à lire et c'est un plus, c'est une belle facture, autant pour un avocat que pour un non-juriste. Merci pour cette introduction. Donc, Mathieu, on va vers toi pour ta question, ta première question. Oui, ben je vais essayer de faire courte la question, mais je m'interroge justement par rapport au première édition, la franchise au Québec, qui paraît en effet très beau, un classeur quand même assez imposant. Le livre paraît plus accessible dans sa lecture. Tantôt, vous parliez justement qu'il y a plusieurs domaines de la franchise au Québec. C'est vrai que le plus souvent nommé, c'est la restauration, j'imagine. Après, vous avez parlé du funéraire, des services, des choses comme ça. Est-ce que dans ce livre, on retrouve, outre les jurisprudences que Marie avait développées, est-ce que c'est un peu un guide pour aller vers la franchise et à quoi il faut penser dépendamment du secteur dans lequel on va, ou est-ce que c'est vraiment général sur le secteur de la franchise dans son ensemble? Avez-vous compris la question, M. Hubert? Non, mais malheureusement, je suis désolé, je ne sais pas si au niveau de l'audition, si vous pouvez me répondre. Est-ce que savoir si le livre, finalement, est un livre qui s'adresse à la franchise en général ou par secteur? C'est un peu ça, Mathieu? Oui, c'est vraiment de savoir, est-ce que, dans le fond, si moi je suis intéressé à un secteur particulier, je vais trouver suffisamment d'informations pour commencer dans le livre, ou est-ce que c'est vraiment sur la franchise dans son ensemble? Oui, merci de la question. Alors, c'est un livre que je vous dirais qui concerne la franchise en général. Il y a certains secteurs qui sont plus représentés que d'autres dans les exemples de jurisprudence pour la simple et bonne raison que les tribunaux ont eu à se pencher sur ces questions-là. Par exemple, on touche beaucoup le secteur de l'alimentation rapide. On pense à l'affaire Tim Hortons, à l'affaire Dunkin' Brands ou autres parce qu'ils ont donné lieu à des décisions importantes. La décision probablement la plus importante des 25 dernières années porte dans le domaine de l'alimentation et c'est l'affaire Provigo. Alors, on n'en sort pas. Mais l'ouvrage, surtout dans la première partie, au niveau de ses concepts, et il y a une des intervenantes, je crois que c'est Maître Détrempe qui l'a soulevé, dans ces concepts, rappelle des points importants qui vont aller chercher tous les domaines d'activité de la franchise à partir du moment où vous faites de la franchise au Québec. Par exemple, la notion de obligation implicite d'un franchiseur qui est extrêmement développée en jurisprudence québécoise, c'est-à-dire, Michel, même si vous êtes comme franchiseur, il y a un certain nombre d'obligations qui sont écrites dans le contrat et d'autres qui ne sont pas écrites, mais il y a des obligations qui font partie quand même du contrat, même si elles n'y sont pas écrites. Et ça, ce sont des concepts ou des thèmes inhérents à tous et chacun des domaines d'activité qui sont couverts par la franchise. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, merci. J'avais demandé aussi aux autres panélistes de peut-être préparer quelques questions. Est-ce que, Stéphanie, tu voudrais commencer? Ben oui, en fait, je vais poser une question à Maître Gilbert. Parce que, bon, avec l'analyse de toute la jurisprudence et la préparation, la rédaction ou les discussions que vous avez eues dans le cadre de la rédaction du livre, on est venu dire au début, bon, il n'y a pas de loi spécifique en matière de franchise au Québec. Est-ce qu'avec l'essor des décisions récentes et les obligations que les tribunaux sont venus imposer ou spécifier aux franchiseurs ou aux franchisés,
Est-ce que vous croyez que l'adoption d'une loi comme ça au Québec, ça serait pertinent ou est-ce que ça deviendrait trop restrictif dans la mesure où il y a quand même beaucoup d'obligations, surtout au niveau du franchiseur en début de relation, avec ces lois-là spécifiques, là, comme on voit dans d'autres provinces, là, comme l'Ontario notamment. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou au niveau de l'évolution actuelle de ce qui se présente par les tribunaux, on pourrait rester dans un cadre purement civiliste avec notre code civil? Mettre des trappes. Monsieur Gilbert, je vais en aller parce que je trouve la question intéressante parce que dans le livre, vous n'abordez pas la question de le fait qu'on n'a pas de loi de façon très élaborée, puis quels sont les impacts. Donc, c'est peut-être une autre façon de voir la situation par rapport au livre, mais je vous laisse aller. Bien, c'est une excellente question. Je vais vous dire que je n'ai pas une opinion ni favorable ni défavorable pour la raison suivante. Premièrement, le droit civil québécois est très particulier et les tribunaux ont bien circonscrit, je dirais, les obligations. C'est assez clair quand on fait une analyse jurisprudentielle. Il y a parfois des contradictions mineures dans les jugements, mais il n'y a pas de contradiction ou de paradoxe majeur. Donc, on est capable, en suivant la jurisprudence, de se faire une idée assez claire, même si le contrat demeure innommé en droit civil québécois. La question, en fait, c'est un choix de société. Dans le cas du spécifique du contrat de franchise, puis on l'a vu tout à l'heure en préambule ou en introduction, l'importance économique de cette industrie dans le paysage économique québécois. Le choix de société, c'est de dire, est-ce qu'on va laisser les tribunaux définir, encadrer les obligations ou on va exiger que le législateur le fasse? L'avantage que le législateur le fasse, c'est qu'il y a une plus grande certitude au niveau des obligations. Et les tribunaux, l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus appliqué au cas par cas. Je vais vous donner un exemple. Provigo nous a dit, la Cour d'appel dans l'affaire Provigo nous a énoncé plusieurs principes qui font maintenant partie de notre droit de la franchise pour dire, par exemple, que le franchiseur avait une obligation de maintenir la pertinence des rapports franchiseur-franchisé. C'est un très beau principe, mais ça s'incarne comment de la réalité? Les bons plaideurs vont très bien gagner leur vie longtemps avec ça, parce que un franchiseur du niveau de maturité, par exemple, de McDonald's, avec les moyens qu'il a, sachant qu'un franchisé adhère à ce réseau, en sachant que c'est un franchiseur de premier plan, par opposition à un franchiseur qui démarre, est-ce qu'on pourrait exiger que l'intensité de cette obligation-là soit la même? Alors, c'est une question qui se pose. Si le législateur clarifiait ou donnait des grades, cette question-là ne se poserait pas, ce serait plus réglementé. Alors, en conclusion, moi, je n'ai pas d'opinion favorable ou défavorable. Les tribunaux font un excellent travail, mais si c'est une question de choix de société, est-ce qu'on veut laisser le choix entre les mains des tribunaux ou est-ce qu'on veut que le législateur clarifie pour l'avenir? Il faut noter que les lois des autres provinces ont surtout un effet important sur un élément de réglementation qu'on a moins au Québec, et je pense surtout à la loi de l'Ontario, l'Arthur Witchard Act. C'est au niveau surtout de l'obligation d'information qui précède la signature du contrat de franchise, l'intensité de la divulgation d'informations qui est imposée aux franchiseurs, qui est beaucoup plus encadrée que ce qui est prévu ici au Québec. Monsieur Gagnon avait une question justement dans ce sens-là. Monsieur Gagnon, on vous écoute. Je te fais un complément de commentaire, je dirais, sur la question qui est fort intéressante, mais qui est sujette à débat depuis au moins une vingtaine d'années. Au Québec, puis là, je vais revenir aussi au sujet d'aujourd'hui, qui est le livre de Frédéric. Quand on regarde l'évolution de la jurisprudence et l'évolution du comportement et des décisions rendues par les tribunaux, et on en attend une très, très bientôt, j'espère, dans l'affaire de Duncan Brand, la décision de la Cour d'appel. La jurisprudence a évolué au Québec dans un sens, je dirais, meilleur jusqu'à un certain point que les lois l'ont fait. Les lois des autres provinces canadiennes, comme Frédéric le dit, ont surtout imposé des fardeaux de divulgation qui ont fait, et pardonnez-moi mes chers consoeurs et confrères, qui ont surtout fait le bonheur des avocats à date. Autant au niveau du travail requis pour un nouveau franchiseur de préparation de ces documents de divulgation-là qu'au niveau, en Ontario en particulier, au niveau des recours qui découlent du fait que ces documents-là n'ont pas été techniquement préparés selon la loi.
Au Québec, on a une approche qui peut-être aurait besoin d'être améliorée au chapitre de l'information requise de la part des franchiseurs vis-à-vis des franchisés. Mais les grands principes sont là, puis on en parle dans le livre. Au Québec, on a quand même le principe qu'une personne qui conclut un contrat doit divulguer à l'autre partie, par exemple un franchisé, toute l'information qui peut avoir un impact important sur sa décision. Donc, les principes au Québec sont là. Le véritable problème pour un franchisé, c'est pas un problème de loi, c'est un problème souvent financier, de pouvoir se rendre jusqu'à audition devant un juge. Et ça, ce problème-là, les lois ne le règlent pas dans les juridictions où les lois existent. Ouais. Merci beaucoup, M. Gagnon. Est-ce que vous aviez préparé vous-même une question pour M. Gilbert ou oui, j'ai une question, moi, peut-être plus difficile. On va essayer d'en mettre une plus difficile. Quand je mentionnais tantôt, on sait qu'il y a une décision très importante, une décision qui reste d'être une décision clé, là, qui va sortir de la Cour d'appel et la jurisprudence continue d'évoluer. Donc, qu'est-ce que Frédéric a pensé en termes de mise à jour de son livre? Je vois que contrairement à La franchise au Québec, qui est un livre à anneaux qui était mis à jour 2 fois par année, celui de Frédéric est un beau livre bien relié. Qu'est-ce qu'il prévoit en termes de mise à jour de son ouvrage pour justement continuer à ce que ce soit la Bible de la franchise au Québec pendant longtemps? Ça, c'est une question très difficile, d'autant plus c'est une question qui devrait être adressée à mon éditeur. Mais non, je vous taquine. Tout simplement, effectivement, nous sommes en attente et Jean et M. Gagnon est chic de le soulever. Il y a une décision que nous attendons d'une semaine à l'autre de la Cour d'appel dans l'affaire Duncan Brands, où j'ai eu le privilège d'agir pour l'une des parties. Et cette décision-là, si elle se prononce dans un sens ou dans l'autre, va représenter une mise à jour extrêmement importante sur plusieurs volets du droit de la franchise. Soit la confirmation de plusieurs principes énoncés dans l'arrêt Provigo, ou encore la précision de ces principes-là. Et dans les deux cas, que ce soit une confirmation, une précision ou une élaboration, ça va représenter, d'après moi, un jugement ou un arrêt qui est marquant. Et donc, mon livre, pour partie, serait moins pertinent s'il n'était pas mis à jour. Alors, ce qui a été prévu, tout simplement, c'est une réédition du livre dans, évidemment, les meilleurs délais suivant la publication de cette décision qu'on attend. Et Jean H., qui est M. Gagnon plutôt, j'ai tendance à faire ce lapsus, à l'appeler Jean. En général, je le fais sans témoin. Mais M. Gagnon, qui me l'a d'ailleurs recommandé, qui m'a donné plusieurs conseils, vous pouvez être assuré que la mise à jour des décisions qui ont été rendues depuis mai 2014 est déjà faite. Et donc, la mise à jour qui sera faite s'il y a une réédition dans les prochains délais ne comprendra pas seulement l'arrêt Duncan Brands, mais tout ce qui s'est passé depuis mai 2014. Parce qu'on a oublié de le dire en introduction, mais ce livre, la révision jurisprudentielle qu'elle comprend, se termine au 1er mai 2014. OK. Voilà. Parfait. Marie-Ève, est-ce que de votre côté, vous avez parlé une question? Oui, tout à fait. Ben, la question que Maître Gagnon vient de poser, c'était parmi mes questions. La seconde, on dit, dans le fond, on a dit en introduction que ce livre-là s'adresse autant aux non-juristes qu'aux juristes. Moi, en tant que juriste, je sais que je peux me procurer ce livre-là aux éditions Yvon Blais. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui souhaite justement se procurer ce livre-là et pouvoir bénéficier des conseils, c'est où est-ce qu'ils vont pouvoir retrouver ce livre-là? Si vous permettez, tout simplement en ligne au site des éditions Yvon Blais, Inc., droit de la franchise au Québec, il va apparaître. Vous pouvez le commander. Le commander en ligne. Merci. Mathieu, on revient vers toi, une autre question? Oui, ben déjà, je trouve ça super bien que le livre soit accessible en ligne et qu'on puisse l'acheter en ligne. C'est génial pour le commerce électronique. Merci. C'est juste une aparté. Là, vous parlez, moi, là, je suis vraiment pas juriste dans le domaine légal. J'ai aucune espèce d'idée de cette décision qui s'en vient apparemment prochainement, mais qui semble être apparemment très importante. Je sais pas si vous devez en parler. Vous allez, du coup, votre livre, vous allez dire, serait peut-être moins pertinent s'il n'était pas mis à jour. Alors, est-ce que, du coup, il est pertinent pour éventuellement moi et certains autres lecteurs qui seraient intéressés d'attendre cette décision pour
commencer notre projet en franchise ou est-ce que les changements, quoi qu'ils soient, vont être plutôt positifs? Oui. J'espère que j'ai bien entendu toute votre question, Mathieu, mais j'ai compris que vous me demandez un petit peu de résumer l'importance de cette décision et pourquoi elle peut avoir un impact dans le paysage de la franchise. C'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça, tout à fait. C'est à peu près ça, d'accord. Je voulais aussi savoir, Frédéric, M. Gilbert, c'est qu'il voulait savoir si moi je voulais me lancer dans un projet de franchise. Est-ce que je suis d'attendre la décision ou pas? Là, je ne vous ai pas entendu, Micheline, mais je vais répondre à la première question, puis vous pourrez peut-être me rappeler la deuxième par après. Parce que je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais moi, je n'entends pas tout le monde très bien. Ah, OK. L'idée, c'est de savoir s'il faudrait attendre la décision avant de se lancer dans un projet de franchise. Excellent. Alors, je vais répondre aux deux questions. La première, l'importance de l'affaire Dunkin' Brands ou ce qu'elle représente. Alors, Mathieu, de par votre silhouette, je peux dire tout de suite que je ne pense pas que vous avez été un consommateur assidu du produit Dunkin' Brands, qui a été mais ceci étant mis à part, dans les années 80 jusqu'à la moitié des années 90, et je prends vraiment des chiffres grossiers, Dunkin' Brands était une des marques dominantes au Québec, sinon la marque dominante dans le domaine de la vente de beignes et de café. Okay? C'est un franchiseur qui était d'ailleurs en croissance et qui atteint jusqu'en environ 1998 le nombre de 210 points de vente au Québec. Est venu en parallèle un compétiteur qui a été, d'après la preuve, sous-estimé par Dunkin' Brands. Ce compétiteur s'appelle Tim Hortons. Le jugement ou l'affaire, résumée à sa plus simple expression, concerne un petit peu le procès du comportement du franchiseur face à ses franchisés Dunkin' Brands, face à l'éveil d'un compétiteur très agressif dans le marché. Et la preuve, pour ce qui est de la première instance, qui a été démontrée, c'est que, les franchisés qui poursuivaient faisaient partie de l'élite des franchisés Dunkin' Brands, c'était les meilleurs franchisés parmi eux, d'une part, et que d'autre part, le franchiseur, même s'il n'est pas obligé de garantir un succès, le franchiseur n'a pas pris les moyens raisonnables ou suffisants pour protéger ses franchisés. Il n'a pas donné de réponse économique raisonnable. Bref, il n'a pas maintenu, si on reprend les critères de l'arrêt Provigo, la relation franchiseur-franchisé pertinente. En fait, il a réagi, pour reprendre les termes du juge, trop peu, trop tard. Ça, ce sont un peu les faits qui ont mené à une condamnation qui, elle aussi, est historique, une condamnation en capital de 16 millions de dollars environ, et qui est aussi historique parce que elle représentait à presque 100% ou à peu près 100% de ce que réclamaient les demandeurs, ce qui est, vous pouvez demander aux plaideurs qui sont ici, qui sont panélistes, c'est quelque chose qui est assez rare, qui est assez rarement accueilli. Mais l'importance de cette décision-là, c'est que c'est l'une des premières décisions, il y en a eu d'autres, mais de cette importance qui suit l'affaire Provigo, donc, Mathieu, ce à quoi Maître Détrempe préférait, là, toute l'importance des obligations implicites, tout ce que le franchiseur ne prévoit pas dans son contrat, mais auquel il est par ailleurs tenu. Donc, c'est une décision qui est extrêmement importante, qui est extrêmement suivie aussi, ça a été suivi d'un point de vue médiatique. Et la Cour d'appel, qui fait le droit au Québec, si vous voulez, qui est une cour qui est au-dessus de la Cour supérieure dans la hiérarchie du droit, va rendre une décision qu'on attend dans les prochaines semaines. Et cette décision-là va confirmer, infirmer ou bien confirmer en partie la décision dont on vient de vous parler. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, c'est mon opinion pure et simple. Est-ce que franchisé devrait attendre la décision de la Cour d'appel avant de se lancer en affaire en droit de franchise? D'après moi, pas du tout. L'affaire Dunkin' Brands, pour reprendre les propos du juge Tingley qui a rendu le jugement, c'est un peu le cas d'école, selon la preuve, d'un échec. Alors, c'est le cas d'école type d'un leader de marché, pour reprendre les termes du juge, qui a laissé filer sa place. Alors, je ne pense pas que c'est le cas, à vos souhaits, Mathieu, je ne pense pas que ce soit le cas le plus fréquent ou généralisé. Donc, je ne retarderai pas, si j'étais un candidat franchisé, mon entrée dans l'univers de la franchise. Merci, M. Gilbert. Vous voyez, je n'ai pas l'expérience avec les avocats. Mathieu, allez, on a une autre question? Non, c'est juste pour réagir
à la réponse. Merci pour la réponse, c'est très clair. Ce que je comprends bien, c'est que dans le fond, tantôt Maître Bertrand parlait de ce qui n'est pas impliqué dans les contrats, ou ce qui n'est pas écrit, mais qui est implicite dans un contrat. C'est-à-dire que dans un contrat, quand on est le franchiseur et qu'on a des franchisés, on a, dans le fond, on détient la marque, la propriété intellectuelle, et donc on vend cette marque aux consommateurs ou peu importe qui est notre cible. On n'a pas à donner de garantie de réussite, mais quelque part, on se doit de fournir tous les éléments pour que le franchisé puisse connaître une certaine réussite. Donc, ce qui veut dire qu'on peut refuser probablement un franchisé si on estime que de par sa, je sais pas moi, localisation géographique, il n'aurait pas de succès. On se doit avant même tout ça, dans le fond, de l'aider, lui, dans son modèle d'affaires et dans son développement, si je comprends bien. Oui, c'est un excellent commentaire, en fait, que vous faites, monsieur. Quand vous dites que le franchiseur doit tout faire, il faut faire attention. C'est très clair, de par la loi et la jurisprudence, que le franchiseur a ce qu'on appelle une obligation de moyens. Donc, il doit prendre des moyens qui sont raisonnables dans les circonstances, selon la loi, l'usage, et selon la preuve qui est administrée, pour, disons, protéger son réseau et essayer d'aider les franchisés à avoir du succès. La particularité dans le contrat de franchise, c'est que le franchisé n'est pas l'employé du franchiseur. C'est un autre entrepreneur indépendant, mais qui, je vous dirais que son indépendance n'est pas totale parce qu'elle est restreinte par un certain nombre de règles prévues dans un contrat qu'on appelle la convention de franchise. Okay? Alors, le franchisé ne peut pas faire tout ce qu'il veut en termes de publicité, il doit verser des montants de redevance, mais il reste quand même un entrepreneur propre qui a ses propres employés. Alors, vous avez tout à fait raison de dire que le franchiseur a des obligations, mais attention, ces obligations-là ne sont pas totales. Ce ne sont pas des obligations qu'on appelle de résultats, mais ce sont des obligations de moyens. Merci beaucoup. Je reviens. Mathieu, en fait, le livre, là, moi, je l'ai presque lu en entier, presque tous les mots, là. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et ce que j'ai trouvé intéressant, ce sont les histoires que le droit nous fait vivre, les histoires de ces entreprises-là, que ce soit franchisés ou franchiseurs, et comment ça peut être, toutes sortes de scénarios peuvent se produire, d'un côté comme de l'autre. Là, c'est le regard du droit qui nous interpelle, c'est sûr, mais le livre est très bien rédigé, il n'est pas lourd, je vous félicite, M. Gilbert, pour la rédaction, ce n'est pas lourd à lire, c'est sûr qu'il y a des références juridiques, mais c'est plein de scénarios qui, que ce soit comme franchiseur ou comme franchisé, on comprend très bien dans quoi on s'embarque et les choses auxquelles il faut réfléchir si on veut faire le pas vers l'univers du franchisé ou du franchiseur. Donc, c'est très, très, très bien fait, à mon avis. Ce n'est pas un livre drabe. Ce sont des anecdotes intéressantes liées à des histoires réelles de franchisés, de franchiseurs, de toutes sortes d'histoires, des marques connues, des marques moins connues. Donc moi, personnellement, là, je n'ai pas normalement ce rôle-là au sein du club, mais j'ai trouvé que c'est un livre qui, pour moi, qui s'intéresse aussi au milieu de la franchise de façon plus générale, plus globale, me permet de comprendre encore plus les enjeux. Donc, quand on veut s'embarquer dans ce milieu-là, il y a beaucoup de questions à répondre. C'est sûr que les avocats ont un rôle extrêmement important au début. Donc, le conseil de l'avocat, notamment M. Gilbert et les autres, je veux dire, vous êtes des gens qui travaillent avec des entreprises. Est-ce que vous seriez porté dans un contexte d'affaires à donner ce livre-là lorsqu'un nouveau client se présente chez vous? Est-ce que ça pourrait être un réflexe de dire, ben, pour mieux comprendre vos obligations, prenez le temps là, de feuilleter ces chapitres-là parce qu'on comprend très bien dans quoi on s'en va. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent commenter là-dessus. Là. Oui, bien si moi, pour ma part, c'est sûr que si j'ai un franchiseur en démarrage qui se présente à mon cabinet et qui souhaite avoir des informations pour débuter un réseau de franchise au Québec, c'est sûr que j'aurais le réflexe de l'inviter à prendre connaissance justement du livre de Maître Gilbert pour avoir les grandes lignes.
Puis, c'est vraiment un ouvrage que je référerais sans problème. D'autres commentaires? Oui, ben pour ma part, j'ai une réflexion un peu similaire à ma consoeur parce que effectivement, là du juridique dans le livre, il y a vraiment des trucs ou des rappels où ça sensibilise le lecteur à franchiseur, franchisé ou un autre intermédiaire en franchise, qui n'est pas nécessairement un avocat, à des notions et des aspects de la franchise en général qui sont intéressants et particuliers. Donc, j'inciterais une personne à lire le livre là, pour s'informer puis connaître un peu dans quel milieu il va patauger, là, disons ça comme ça. Monsieur Gagnon, je pense que vous avez un commentaire à faire aussi. Tout à fait dans le même sens. D'ailleurs, moi, je pense que présentement, une personne, surtout, moi, je travaille surtout pour des franchiseurs, presque exclusivement, en fait, pour des franchiseurs. Je pense qu'un gestionnaire d'un réseau de franchise, de même qu'un avocat ou un autre conseiller d'un gestionnaire, d'un franchiseur ou d'un gestionnaire de réseau de franchise, devrait effectivement se livrer à l'exercice de lire un livre comme ça. Comme Mme Bourque, vous disiez vous-même tantôt, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de situations, et je pense que ça peut sensibiliser une personne non seulement aux principes légaux, mais de quelle façon ces principes-là peuvent s'articuler dans de multiples scénarios qu'un gestionnaire de réseau de franchise est appelé à rencontrer de temps à autre, et ça va au moins de sensibiliser aux précautions à être prises et aux choses à faire, ainsi qu'à celles à ne pas faire dans la gestion de la relation avec un franchisé. Est-ce que ça pourrait même éventuellement, parce que moi, si j'étais franchiseur, moi-même franchisé, je voudrais que mes employés, ou en tout cas un certain nombre de mes employés, comprennent les engagements de la franchise. Qu'est-ce qui vient avec ce statut particulier-là? Et comme je disais tout à l'heure, ces histoires de procès et tout ça, la jurisprudence, c'est des histoires humaines. C'est des histoires humaines. Il y a des vies qui ont été transformées, il y a des vies qui ont été changées par ces procès-là. Donc, je reviens, M. Gilbert. Vous, dans votre... je ne veux pas être indiscrète dans ma question, mais vous avez choisi de mettre à jour un livre qui est là depuis longtemps. Vous avez été approché sûrement peut-être par les éditions Blais. Ça a été certainement un grand engagement de votre part de faire ça. C'était toute une job, comme on dirait par chez nous. Donc, pouvez-vous donner peut-être un petit peu d'informations sur qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision de vous engager vers ce processus-là? Et ultimement, votre clientèle idéale, est-ce qu'elle est les étudiants en droit, les jeunes juristes? Qu'est-ce qui était un petit peu votre réflexion, si je peux poser la question là? Non, mais c'est pas indiscret du tout. Merci de votre question. Moi, je vous dirais que je ne sais pas si mes consoeurs et mon confrère ici vont être d'accord, mais en général, contrairement à ce qu'on croit à l'université, souvent ce qui amène un certain degré de spécialisation, c'est pas ce qu'on envisage quand on commence dans les premières semaines de pratique. Ce sont les dossiers qui vous forment. Et à un moment donné, vous vous trouvez à faire du droit de la construction ou du droit sur la faillite et l'insolvabilité, plus que d'autres domaines du droit, et vous amenez là-dedans. Moi, il y a eu un dossier qui était le dossier Dunkin' Donuts, mais aussi d'autres qui m'ont amené à faire du franchisage. Et après un certain nombre d'années, mais je consacrais presque 60 ou 70% de ma pratique qui était dans du litige commercial, mais aussi presque concentré dans le droit de la franchise avec l'affaire Freightliner et plusieurs autres, entre autres, dont certaines n'ont jamais été médiatisées parce qu'ils se sont soit réglés ou ils ont été traités en arbitrage, donc confidentiel. Donc ça, c'est la première des choses. Dans cet aspect-là, il y a eu une volonté de ma part, j'essayais je me posais la question, je vous dirais que l'initiative est surtout venue à partir de 2007-2008, parce que, comme je vous le dis, l'ouvrage clé de Jean H. Gagnon, et je sais que c'est une bonne chose que Jean, on ne voit que sa photo puis qu'on ne le voit pas en présence parce qu'il déteste qu'on lui fasse des compliments, mais Maître Gagnon a été instrumentant au terme d'un lunch qui a été arrosé. Ça aussi, il ne voudra pas que je vous dise ça, mais oui, il m'a fortement encouragé dans cette avenue-là. Nous avions déjà collaboré par le passé à faire des articles un peu de fond.
Mais ce que, Micheline, juste pour rebondir un peu par rapport à ce que les autres intervenants ont dit, c'est assez surprenant parce que, évidemment, je demande aux gens, soit à des clients ou autres, qui s'inspirent de ce livre-là. Et en général, les clients, surtout les agents de développement des réseaux de franchise, me disent un des éléments qu'on trouve particulièrement utile dans ton livre, c'est la partie qui concerne les clauses types. Pourquoi elles sont là? Parce que quand on doit vendre un principe de franchise à un franchisé, c'est pas tous les franchisés qui sont représentés par avocats, et même ceux qui sont représentés par avocats ne sont pas tous spécialisés dans le droit de la franchise. Et parfois, on a des clauses d'assurance. Qu'est-ce qu'elles viennent faire là? Quelle est leur pertinence? Les clauses d'arbitrage, ça sert à quoi? Quels sont les avantages par rapport aux clauses juridictionnelles ou autres? Et ce livre-là répond à ces questions qui sont d'ordre de pratique. J'aime aussi beaucoup les interventions relativement aux expériences humaines. Je pense que l'un des mythes que déboulonne pour des franchisés l'ouvrage est le mythe de l'histoire d'amour perpétuel dans un réseau de franchise ou la garantie de succès. Je pense que Mathieu a abordé un peu la question tout à l'heure. Embarquer dans un réseau de franchise, c'est pas une garantie de succès. Ici, il y a bien toute une section que entre guillemets, les histoires vécues relatées par la jurisprudence traitent. C'est que il y a des franchisés parfois très bien intentionnés, très disciplinés, qui ne connaissent pas de succès. Ils vont parfois décider de poursuivre le franchiseur parce qu'ils ont ce réflexe que le franchiseur devait leur assurer du succès. Et on voit que c'est pas toujours comme ça que le voient les tribunaux. Et l'inverse est vrai aussi. Un franchiseur qui néglige ses franchisés, mais on voit dans les anecdotes ici, les expériences humaines, comme vous dites, comment les tribunaux traitent ces questions-là. Très intéressant, c'est très intéressant aussi comme conclusion. Donc, l'heure achève. Je vais en profiter pour vous remercier infiniment, Maître Gilbert, mais peut-être un dernier point de vue du côté de Mathieu. Mathieu, je ne sais pas si les commentaires qu'on a été capable de faire au sujet du livre te donnent envie de peut-être aller feuilleter quelques pages, d'aller voir un peu plus sur sa table des matières. Peut-être que ça pourrait effectivement ou pas être serviable. Donc, je vous cède la parole, Mathieu, pour un peu mettre fin à la discussion sur le livre. Merci Micheline. En effet, j'étais loin d'imaginer en fait toutes les choses qui devaient être incluses, auxquelles on devait penser quand on se lance en franchise. Donc d'une part, ça me donne une première étape qui serait de lire le livre en effet. Donc je vais aller me le procurer pour prendre plus d'informations. Puis je pense que par la suite, ce serait probablement de faire un panel avec vous quatre autour d'un lunch pour en apprendre davantage et vous confirmer les réponses à mes questions. On fera une suite numéro 2, Mathieu. C'est bon. J'aimerais, Stéphanie, vous remercier beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être un dernier commentaire à faire? Je te remercie, Micheline, de m'avoir invité à participer, mais je voulais féliciter Maître Gilbert pour son livre parce que effectivement c'est un ouvrage plus récent qui est maintenant disponible en matière de franchise et je l'ai lu de la page 1 jusqu'à la fin et c'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié qui va m'être utile aussi à moi personnellement dans mon évolution comme avocate. Donc, merci d'être là, Stéphanie. J'apprécie beaucoup votre participation. On va aller vers Marie-Ève. Même chose, mais peut-être un dernier mot, Marie-Ève. Oui, premièrement, merci Micheline de m'avoir invité à participer à ce panel-là. Et dans un second temps, également, merci à Maître Gilbert d'avoir pris le temps, je veux pas avec la charge de travail d'avocat, on sait que des fois on manque de temps pour faire un peu de tout. Mais le fait que vous avez pris le temps de faire un beau livre comme ça, bien étoffé, d'actualité, c'est très apprécié. Merci. Maître Gagnon, je vous remercie infiniment parce que il y a une partie de vous dans ce livre-là, on le voit par les choix que M. Gilbert a fait qui a ajouté à la richesse de la lecture, à mon avis. On reconnaît dans ce livre-là votre grande expertise, votre grand savoir en la matière. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de participer. Peut-être un dernier mot avant de conclure? Oui, en fait, je vais répéter un peu ce que Maître Junica nous vient de nous dire. Merci de l'invitation.
Et effectivement, je pense que c'est une magnifique relève aux travaux que j'ai pu faire jusqu'en 2007 avec mes livres. Je pense que la suite est prometteuse et j'encourage les autres avocates aussi et les autres personnes qui voudraient s'intéresser à écrire parce que comme on n'a pas de loi, puis comme la situation évolue en franchisage autant sur le plan pratique que sur le plan légal, les livres sont bienvenus. C'est la façon pour nous de se tenir à jour. Et j'espère beaucoup, et Frédéric a dit qu'il ferait que ce livre-là va avoir longue vie et qu'il va avoir des mises à jour régulières de manière à tenir les avocats au courant des derniers développements qui avancent quand même assez rapidement. Alors, on va conclure avec vous, M. Gilbert. Merci encore une fois. Je pense que aussi ce que ça me donne comme impression, c'est que la franchise, comme vous l'avez signalé au début, c'est un modèle économique important au Québec, mais on n'en parle pas beaucoup. Et votre livre, à mon avis, fait une pierre deux coups. Donc, on peut en prendre sur le droit, mais on peut apprendre aussi sur la réalité de gérer une entreprise de franchise. Donc, félicitations, c'est vraiment un excellent bouquin, très bien écrit. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Micheline, juste en terminant, je peux remercier tous, d'abord vous au premier chef, Micheline, d'avoir organisé cet événement-là. Je sais que c'est beaucoup de coordination. Et puis, je veux remercier personnellement tous les panélistes. Écoutez, on écrit un livre, c'est beaucoup de solitude. On l'écrit parce qu'on veut être lu. On l'écrit parce qu'on veut faire œuvre utile. Le fait que vous ayez consacré plusieurs heures à lire ce livre, être en mesure de le commenter aussi bien aujourd'hui, mais vous aussi, vous avez des horaires très chargés et je vous remercie de le faire. Puis je vous remercie aussi, Mathieu, des interventions là, pertinentes. Alors voilà, et bonne année en passant à tout le monde. Bonne année à tout le monde, puis au prochain panel qui portera sur la franchise, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres au cours de l'année. Merci à tous, bonne semaine de la franchise en passant, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et Mathieu et moi, on va se rejoindre au salon, puis on espère vous croiser lors des événements. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonjour.